ravie avec les gens qui sont venus de loin, de la Creuse jusqu'à Bayonne, Oloron-Sainte-Marie, donc en passant par la Dordogne et toutes les mêmes extra-régionales, puisque nous avons la chance d'avoir une délégation Bretagne qui est également présente et on les remercie d'être venus jusqu'à nous. Avant de démarrer donc cette première journée, je vais demander, on a l'honneur et le plaisir d'avoir Benoît Elbott, directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc on vous salue, monsieur le directeur. Merci d'être avec nous. Donc on va démarrer par les mots d'ouverture pour essayer de dresser un peu le pourquoi de cette journée. Ça marche. Vous m'entendez ? Eh bien, bonjour à tous. Je suis très content d'être ici parmi vous pour cette journée. On va préparer un petit texte, mais en général, je ne respecte jamais ce qu'on me prépare. Donc, je me laisse aller à l'inspiration. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? La première chose que j'ai envie de vous dire, peut-être pour ceux qui l'ont déjà entendu dans ce cadre, ils l'ont déjà entendu, mais c'est bien de le répéter à chaque fois. À un moment dans ma vie, j'ai été bénévole. Et donc, je sais ce que c'est. Et donc, moi, c'est le premier message que je veux vous envoyer, c'est que vous remerciez vraiment pour tous ceux, pour la plupart d'entre vous qui sont bénévoles, parce que moi, c'est mon travail, hein, je suis payé pour être là, pour faire ce que je fais, donc c'est normal. Vous, c'est bénévole, vous êtes là pour la plupart parce que vous défendez des valeurs et des causes qui sont importantes pour vous, vous vous impliquez pour les autres. Et je trouve que dans la société aujourd'hui, qui est de plus en plus individualiste, prendre un peu de son temps pour les autres, pas que pour soi, et pour défendre ses valeurs, pour défendre ce qui nous semble important, eh bien c'est quelque chose de vraiment admirable. Et c'est le premier message que je voulais vous passer aujourd'hui. C'est mon admiration parce que, ayant moi-même été bénévole, et je sais ce que ça pèse hein, sur la vie personnelle, avec les proches, voilà, qui me disent mais pourquoi tu fais tout ça alors que ça te rapporte rien? Est-ce que tu peux pas t'occuper un peu plus de toi-même? Tu t'occupes toujours des autres, mais est-ce qu'on te le rend vraiment? Enfin, un quotidien que vous devez vivre. Hein. Voilà, donc je sais ce que c'est et vraiment je veux vous remercier parce que en plus ça facilite évidemment l'action de l'État parce que sans vous, on va y revenir, on serait sûrement moins performant pour construire des dispositifs et essayer d'évaluer le réel besoin de nos concitoyens et construire des choses avec le terrain. Donc vraiment merci beaucoup pour cet engagement. Je sais qu'en plus, c'est de plus en plus difficile. Hein. On n'est pas toujours très généreux dans le remboursement des frais. Voilà, donc ça aussi, il faudrait qu'on le fasse évoluer. On en a parlé hier en conseil de surveillance, où un des représentants des usagers au conseil de surveillance de l'ARS a fait valoir qu'on avait augmenté un peu les frais de bouche, mais pas les frais de transport, et qu'il y a une petite inflation sur le carburant, et que c'est pas toujours simple de se déplacer, et que voilà, on demande beaucoup aux bénévoles. Donc d'abord, moi, je voudrais vous remercier, et sachez qu'on n'oublie pas que vous êtes bénévole et que vous donnez de votre temps pour les autres, pour défendre ces valeurs pour le coup, qui nous réunissent. Hein. Moi, je le dis toujours, pour moi, on mesure la valeur d'une société à sa capacité à s'occuper des gens des plus fragiles. Sinon, c'est la nature. Vous savez, la loi de la nature, quand on est faible et qu'on est malade, ça ne dure pas longtemps. Et puis, à un moment, on dit, bah non, on ne veut plus être dans les lois de la nature, on veut faire société, on veut travailler ensemble, on veut se soutenir. Et plus la société est évoluée, et plus on contre les lois de la nature, et les gens les plus fragiles d'entre nous, eh bien, on les aide, on s'en occupe, et on est solidaires entre nous pour que tout le monde puisse avancer. Donc, pour moi, cette valeur, c'est le cœur qui fait notre société et l'humanité, et en travaillant autour des sujets qui nous animent, on est au cœur de cette valeur, et donc je pense qu'il faut se le redire. La cause que vous défendez, je pense, c'est la plus belle des causes, et c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce métier. Donc d'abord, merci à vous individuellement. Deuxième message, merci à vous collectivement. C'est-à-dire France Asso Santé et tout ce que fait France Asso Santé avec nous. Voilà, je sais que souvent on vient me voir en disant merci de nous aider, mais je pense que c'est normal que je vous aide parce qu'encore une fois, on a besoin de vous. Souvent, on en parle à l'ARS. Quand je suis arrivé, quand on parle
France Asso Santé, ou globalement de la démocratie en santé, le rôle des usagers dans le système de santé. Des fois, j'ai l'impression que quand on en parle, il faut leur donner un rôle. Pourquoi? Parce qu'il faut leur donner un rôle. Et non, il ne faut pas leur donner un rôle parce qu'il faut leur donner un rôle. Parce que c'est moderne de leur donner un rôle. Mais non, c'est pas parce que c'est moderne de leur donner un rôle. Il faut que vous ayez un rôle parce que c'est efficace que vous ayez un rôle. Parce que si vous n'étiez pas présent et si vous n'étiez pas là, ça marcherait moins bien. Ça marcherait moins bien. C'est pour ça que la démocratie en santé, la représentation des usagers, ça n'est pas un objectif en soi. C'est un moyen pour atteindre tous nos autres objectifs qui sont d'améliorer la santé, la prévention et l'accompagnement. C'est un moyen, ça n'est pas un objectif. Et des fois on confond. On dit alors qu'est-ce que vous faites sur la participation des usagers? Non mais il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on fait dans tout le reste? Est-ce qu'on s'assure qu'on utilise toujours ce moyen qui est extrêmement efficace, qui est d'associer les usagers à nos décisions et quand on fait les choses? Donc c'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi. Notre champ il est extrêmement large. Et on travaille beaucoup avec vous sur ces sujets. On a fait des appels à projets qu'on a travaillé, démocratie en santé avec vous. On a sélectionné un certain nombre de projets. Et à chaque fois qu'on vous fait participer et qu'on vous demande la parole, eh bien je vois qu'on fait mieux et on arrive plus loin. Donc merci collectivement pour faire ça. En plus, vous avez des représentants efficaces, un peu critiques. Patrick me fait souvent des remarques en disant et les usagers, enfin, vous êtes bien représentés. Je vous assure qu'à chaque fois j'en entends parler. Et il faut le faire parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance, et je le dis, même si personnellement je considère que c'est très important, personnellement parce que je me considère aussi comme un usager. Et je l'ai assez dit avant, donc je peux le dire usager aussi parce que j'ai une maladie chronique et que je sais ce que c'est et que je vois que parfois on n'écoute pas assez les usagers et qu'on a un système qui tourne un peu sur lui-même. Je vais vous raconter mon histoire personnelle. Donc j'ai un diabète de type 1 que j'ai déclaré tard. Et quand on m'a pris en charge pour mon diabète, à Paris, je peux le dire, c'était pas ici dans la région, j'étais à Paris à l'époque. On m'a expliqué comment ça marchait, l'insuline, machin, tout ça. Et puis, quelques temps après, j'ai fait une découverte scientifique majeure. Enfin, je pense que c'était une découverte scientifique, puisqu'on m'en avait jamais parlé. C'est que pour faire baisser la glycémie, il y avait un truc qui était très efficace, c'était l'activité physique. On m'en avait jamais parlé. On m'en avait jamais parlé. Ben non, parce que il y avait un système thérapeutique où on expliquait à tout le monde la même chose. Voilà. Et comme ils avaient plutôt l'habitude d'avoir des gamins, moi j'avais déjà 40 ans, un grand gamin, personne m'a dit mais tu sais au fait, soit tu prends de l'insuline, soit si tu fais de l'activité physique, ça peut faire baisser un peu. C'est pour ça que j'ai cru que c'était une découverte scientifique, parce que je me suis dit, si on m'en a pas parlé, c'est que personne ne le sait. J'ai découvert après qu'il y avait des gens qui étaient au courant, mais que je n'avais pas eu de programme d'éducation thérapeutique, qu'on m'avait pas expliqué, et qu'on m'avait donné une prise en charge scientifique, standardisée, pas du tout adaptée. Pas du tout adaptée. Et c'est que très récemment que j'ai pu faire, pourtant je suis médecin aussi, on a tous besoin, j'ai pu faire un programme d'éducation thérapeutique où j'ai pu apprendre des choses et on a pu faire quelque chose qui était spécifique pour moi. Et finalement à la fin c'est plus efficace parce que j'équilibre mieux ma glycémie. Et donc vous voyez c'est bien aussi d'être de tous les côtés du système pour voir un petit peu mais il faut plus écouter les usagers, il faut plus faire des choses qui sont adaptées à chacun. Et pour faire ça, il faut que vous soyez là pour nous rappeler que voilà, le système, vous savez, on met toujours des mots derrière le système, cet énorme truc, le système, derrière le système, il y a des gens, il y a des professionnels, et puis il y a des usagers, et donc il faut avoir quelque chose, il faut s'organiser par rapport aux usagers. Donc merci individuellement, merci collectivement. Autre remarque, en voyant votre programme, je me dis, mais en plus, quelle modernité! Les speed meetings, on se disait avec Isabelle, qui est ma directrice qui s'occupe de ces sujets, mais nous on ne fait jamais de trucs comme ça, nous on est encore à l'ancienne. Et en fait, ça signifie, je donne cette anecdote, mais en fait, ce que je veux mettre en avant et qui participe à votre efficacité, c'est la créativité de France Asso Santé sur tout un tas de choses, votre engagement qui vous permet toujours de... Vous n'êtes pas sur... Souvent,
Je sais pas si j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui étaient là, mais vous ferez comme vous répétez. C'est pas enregistré ce que je dis, c'est enregistré. Vous savez, les professionnels de santé en général, c'est pas compliqué de savoir ce qu'ils viennent nous demander, parce que ça fait 20 ans qu'ils nous demandent la même chose. Que ce soit les hôpitaux ou les professionnels, ça fait 20 ans, c'est les mêmes revendications. Ça n'a pas changé d'un iota. Je pourrais les réciter, c'était les mêmes il y a 10 ans, et ce sera les mêmes dans 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on continue toujours à demander la même chose, on continue toujours à faire de la même façon, et par contre, on crie en disant « il faut que ça change ». Mais pour que ça change, il faut changer. Si personne ne change, ça ne va pas changer. Et en fait, il faut toujours... Alors si, en général, ce qui doit changer, c'est les autres. Voilà, ça, on est toujours bon pour dire l'hôpital explique comment la ville doit s'organiser, la ville s'explique comment l'hôpital devrait s'organiser, les deux expliquent comment le médico-social devrait s'organiser ensemble, et l'ensemble, bien sûr, critique la prévention. Voilà, donc chacun sait comment les autres devraient mieux faire et faire différemment, mais on ne se réinterroge pas sur soi-même. Moi, ce que je constate avec France Asso Santé et avec vous, c'est que vous êtes toujours dans la réflexion. C'est toujours dans l'innovation, dans la créativité, et essayer de faire différemment, de trouver des moyens autres de faire et de s'engager. Et c'est dû aussi à la richesse de tous les bénévoles que vous êtes, et puis avec toujours des nouveaux bénévoles qui arrivent, des nouvelles idées, puis vous êtes au contact du terrain, et donc ça c'est une source inépuisable de nouvelles expériences qui permet d'aller vers cette créativité. Donc pour ça aussi vous êtes essentiel pour nous. Vous savez, le principal... risque pour un directeur général d'ARS comme moi, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la tour d'ivoire. C'est-à-dire, je suis à Bordeaux, là, tout en haut, là. En plus, vous savez, les chefs, ils sont toujours à l'étage le plus haut. Moi, je suis au 4e. Il n'y a que 4 étages. S'il y en aurait 5, je serais au 5e. C'est normal, je suis chef. Voilà. Donc, on est tout en haut de son bâtiment, là, avec son grand bureau, là, à piloter tout le monde. Et finalement, sur les 12 départements, et vous avez rappelé, ça aussi, il faut noter que il y a des gens qui viennent de toute la région ici, jusque la Creuse. Je disais tout à l'heure à mes collègues de Bretagne qu'ils étaient bien courageux de venir jusqu'ici, mais de la Creuse, c'est pas facile non plus. Je sais parce que j'y vais de temps en temps quand même. Et l'autre région, vous savez que la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la taille de l'Autriche. Faut comprendre, c'est la taille de l'Autriche. Voilà. Donc c'est vraiment une très très grande région. Quand on va d'un bout à un bout, c'est pas simple. Bon, certains me diront que d'aller du centre de Bordeaux jusqu'ici, c'est pas simple non plus. Mais bon, il faut prendre le tram. Je pense que le tram est plus rapide. Donc voilà. Donc, à force de... Je finis par me perdre moi-même dans mon discours, à force de me perdre dans les... voilà. En tout cas, oui, pour vous dire que le problème d'un directeur général de l'ARS, c'est d'être dans sa tour d'ivoire, c'est-à-dire d'avoir tellement de sujets à traiter qu'il n'est plus à l'écoute et il ne ressent pas la réalité du terrain. Et on est dans la gestion de chiffres, de tableaux Excel, de dispositifs et de grands comptes financiers. Et c'est pour ça que pour moi c'était important de venir ici aujourd'hui, de vous le dire et de vous écouter, c'est pour me rappeler le terrain, me rappeler pourquoi je fais ça, me rappeler qu'il y a des gens comme vous tous ici qui vous êtes engagés, vous allez encore travailler aujourd'hui sur un tas de sujets importants, avec des méthodes innovantes, avec... encore une fois, on vous a rien imposé, mais vous, dans une de vos tables rondes, c'est les perspectives d'avenir vers un virage ville-hôpital. Je peux vous dire que quand je travaille avec l'hôpital et la ville, si c'est pas moi qui leur dis de travailler ensemble, c'est pas simple. Tandis que vous, tout seul, vous vous dites non, mais à un moment, on avait une culture un peu plus dans les institutions parce qu'il y avait des choses qui s'organisaient. Et maintenant, on doit s'ouvrir vers la ville. Et c'est pas facile de demander aux acteurs de s'ouvrir vers la ville. Et vous, c'est naturel pour vous et c'est normal parce que finalement si nous on pense que c'est bien, c'est parce qu'on nous l'a dit à un moment et on a vraiment besoin de vous. Vous êtes un contre-pouvoir extrêmement important parce que vous devez aussi nous éviter de tomber. Donc le premier problème c'est le syndrome de la tour d'ivoire, ne plus être en contact du terrain. Le deuxième problème d'une ARS et globalement du système de santé, c'est la technocratie qu'on peut coupler avec la bureaucratie des fois. C'est encore autre chose. C'est quoi la technocratie? C'est-à-dire qu'à la fin, on sait nous ce qu'il faut faire parce qu'on est sachant, technicien. C'est ça la technocratie. On sait ce qu'il faut faire. Mais on n'est pas en technocratie en France. On est en démocratie. C'est-à-dire ceux qui décident, c'est pas ceux qui ont la connaissance technique. Ceux qui décident, c'est les usagers, c'est les citoyens.
Et ça, vous voyez, pendant le Covid, on a eu tendance à parfois l'oublier. Hein. On a fait un certain nombre de choses qui, scientifiquement, c'était très bien. Hein. Scientifiquement, oui, scientifiquement, les résidents d'EHPAD, ils ne voient plus personne pendant 3 mois, plus de famille, plus d'amis, etc. Et il y a moins de risques d'attraper le Covid, c'est vrai. Il y a moins de risques d'attraper le Covid quand on enferme quelqu'un qui ne voit personne. C'est tout à fait vrai. Technocratiquement parlant, c'est vrai. Démocratiquement parlant, humainement parlant, éthiquement parlant, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je me rappelle d'une réunion au Conseil national de la refondation. On était dans une salle un peu comme celle-ci avec tous les professionnels qui disaient oui, alors sur les soins d'urgence et les soins non programmés, le problème c'est la population. C'est intéressant, la population, ça devient plus l'objet de notre mission, ça devient notre problème. Parce qu'il y a un moyen de régler les problèmes du système de santé, c'est qu'il n'y ait plus de malades. Vous savez, alors là, tout le monde sera content. Donc on va dire, ah, c'est le problème. Ah bon, c'est le problème, oui, parce qu'ils viennent n'importe quand aux urgences, il faut imposer la régulation. Il faut que chaque citoyen, avant d'accéder au système de santé, que ce soit les urgences ou un médecin généraliste en soins non programmés, il faut passer par le 15. Il faut appeler. Et puis il y a un usager qui s'est levé, qui a dit non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec votre truc d'appel téléphonique. Là, d'abord, une fois sur deux, il faut attendre 15 minutes avant qu'on me réponde. En plus, je sais pas qui c'est qui est de l'autre côté du fil. J'ai entendu un cas à Strasbourg où ça s'est mal passé. Enfin, moi, j'ai envie si je me ressens que j'ai besoin de manière urgente d'aller voir un professionnel de santé, j'ai envie d'avoir une réponse. J'ai pas envie d'avoir un téléphone. J'ai envie d'avoir quelqu'un. Voilà. Et on a dû rappeler à la salle en disant, mais vous savez, la question aujourd'hui en France, c'est pas qu'est-ce qui est bien techniquement ou scientifiquement, c'est comment on répond aux besoins des gens, des usagers. Et aujourd'hui, c'est ça que vous représentez. Et vous êtes donc un contre-pouvoir important. Parce que ceux d'entre vous qui siègent dans les instances, en CRSA, en XOS ou ailleurs, vous voyez bien comment très vite le petit monde des acteurs et des professionnels construisent leur truc sans se soucier de ce que veulent vraiment les usagers. Et nous compris dedans, hein, parce qu'on est tellement dedans qu'à la fin, on oublie. Et moi, je pense réellement hein, que si notre système de santé aujourd'hui est en difficulté, parce que bon, ça ne vous a pas échappé qu'en ce moment, c'est un peu en difficulté, je pense que c'est parce que pendant trop longtemps, on a construit tout un tas de choses sans faire assez attention aux usagers. Et donc aujourd'hui, et c'est ma conclusion, hein, c'est ce que je vous exprime là, si c'était un point de vue personnel, ce serait grave, parce que je ne suis pas là pour me représenter moi-même, je suis là pour représenter l'État. Et moi, je suis choisi par tout en haut, et donc c'est l'État qui impose une politique de santé. Et aujourd'hui, plus écouter les usagers et les citoyens, c'est le mot d'ordre du président de la République. La culture du dernier kilomètre, la culture de la satisfaction des usagers, de l'expérience patient. Vous connaissez tous ces termes par cœur, je n'ai pas vu les défendre. C'est l'objectif fixé par le président de la République. C'est pour ça qu'il a mis la santé et l'école dans les deux grandes thématiques nationales prioritaires, parce qu'il sait que c'est ça qu'attendent nos citoyens. C'est pour ça qu'il a voulu qu'on change nos façons de construire nos politiques, et c'est tout l'esprit du Conseil national de la refondation et des réunions du Conseil national de la refondation qui devait faire des propositions adaptées au territoire, adaptées aux problématiques et qui incluent d'emblée les usagers et les citoyens à l'intérieur. C'est pour ça qu'on nous demande de beaucoup plus travailler avec les élus locaux, parce que moi, vous savez, j'ai deux représentants des usagers, les spécialistes, c'est vous. Voilà, spécialistes usagers. Et puis j'ai les élus locaux, qui représentent les citoyens qui sont les usagers du système de santé. Et donc aujourd'hui, on nous demande de construire nos politiques, de faire valider nos politiques avec les élus locaux et la démocratie en santé, et dans la démocratie en santé, plus particulièrement les représentants des usagers. Pour être sûr que quand on fait quelque chose, ça bénéficie à ceux pourquoi on le fait. Et les politiques de santé, elles ne servent pas à ce que les médecins soient contents. Les politiques de santé, elles servent à ce que les usagers du système de santé, ils aient ce pourquoi ils sont venus chercher le système de santé.
Alors, il faut aussi que les médecins soient contents, parce que si on fait un truc et que les professionnels de santé ils s'y retrouvent pas, ça marche pas non plus. Je ne vais pas vous donner le en même temps, mais c'est un peu le principe quand même. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au-delà des mots qui fait que vous pouvez voir que je suis convaincu de ce que je vous dis, et j'ai essayé d'avoir un discours un peu plus personnel que institutionnel, au-delà des mots, je voulais vous rassurer sur le fait que l'État aujourd'hui a un mot d'ordre important qui est de plus tenir compte des usagers et des citoyens dans la construction des politiques du système de santé. Et donc aujourd'hui, l'État vous reconnaît plus que jamais dans votre nécessité, et encore une fois, pas par principe de faire de la démocratie en santé, mais parce qu'en vous associant, c'est plus efficace. Et ça ne l'est que parce que vous vous engagez, et je conclus par ce que j'avais dit au début, parce que je considère que c'est le plus important. Vraiment un grand merci à vous tous pour votre engagement, parce que je sais que c'est pas simple, et pour autant, c'est très important pour nous. Merci à beaucoup, et je vous souhaite une très bonne journée de réflexion et de discussion. Merci Monsieur Elbod de ce discours très personnel, et je pense que ça nous a touchés. On ne pouvait pas partir sur cette première journée régionale des espaces maisons des usagers sans en revenir un peu aux sources. Et qui est aux sources? C'est un monsieur qui s'appelle Jean Wills, qui est le président de la Fédération nationale des maisons des usagers, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui a voulu quand même vous saluer, en distance. 1995-2023, presque 30 ans déjà, la création de la première maison des usagers à l'hôpital, maison des citoyens, comme souhaitait l'appeler Chantal Deschamps, créatrice de la première maison des usagers en France et à laquelle je rends hommage. Alors c'est le directeur de l'établissement qui a dit à Chantal, maison du citoyen, là c'est peut-être un peu trop, et il lui a suggéré maison des usagers. Depuis 30 ans, de nombreuses maisons des usagers se sont développées dans tout l'Hexagone avec des succès. La maison des usagers de Sainte-Anne, par exemple, est encore active, mais cherche à se renouveler. Des projets de développement soutenus par France Assos Santé ont vu le jour, comme en Nouvelle-Aquitaine, avec les espaces des usagers. Les ARS, alors celle de Nouvelle-Aquitaine évidemment, puis aujourd'hui celle de Bretagne, se sont emparés de ce dispositif, faisant le pari que ce dispositif pouvait être aujourd'hui, et peut-être d'ailleurs plus qu'hier, ce que j'appelle un dispositif symbolique, réel et opérationnel de la démocratie en santé. Mais si les maisons des usagers ont peiné à... Et je vais demander maintenant à notre président régional, Patrick Charpentier, alors, 1995, de prendre la 2000... suite. Je crois que vous avez entendu. Voilà. Et merci encore à Monsieur Elbod. Bonne journée. Eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et un grand merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette journée régionale Nouvelle-Aquitaine ayant pour thème les espaces des usagers. Alors, nous avons une présence très représentative des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et nous avons également un travail avec une autre région, parce que c'est aussi la volonté de France Assos Santé de travailler sur les thématiques Nouvelle-Aquitaine, mais de s'ouvrir à l'interrégion. Et je remercie et je salue nos amis bretons qui sont parmi nous aujourd'hui. Merci tout particulièrement à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui par la présence de son directeur général, M. Benoît Elbod, témoigne de tout l'intérêt qu'il porte pour améliorer la santé de toutes et tous en Nouvelle-Aquitaine. Si je devais retenir parmi ces propos, au-delà de la place qui est indispensable à accorder aux citoyens et aux usagers demain, c'est ne faisons pas du plus la même chose. Que ce soit sur la dimension hétérogène de nos regroupements, mais que ce soit aussi dans la dynamique associative qui nous anime. Merci également pour votre confiance, Madame Dumont, puisque sur le sujet que nous abordons aujourd'hui, nous avons signé un contrat pluriannuel d'objectifs de moyens sur une période de 3 ans qui se termine là, en fin d'année 2023, et pour lequel nous rendrons copie de tout ce qui a été concret, pragmatique, mis en place sur ce sujet
qui est le sujet fort important de la santé. Ce que j'ai pointé également, puisque le projet régional 2018-2028, révisé, arrêté le 30 octobre 2023 par M. Elbod, propose parmi les 5 orientations celle qui constitue à renforcer la place du citoyen et de l'usager au sein du système de santé. Soyons vigilants sur ce dénominateur commun qui doit être un fondamental de base sur l'évolution de notre système de santé. Et parmi les 14 priorités d'action, celle qui consiste à renforcer la démocratie en santé, l'implication du citoyen et le partenariat usager-professionnel. Tout est dit. Il n'y a plus qu'à. Sachez que pour ce nouvel élan à la dynamique associative, nous continuerons à être un de vos partenaires engagés pour promouvoir et défendre les droits individuels et collectifs des usagers et avec les acteurs du système de santé la capacité d'agir sur l'organisation, le fonctionnement de notre système de santé, son évolution et son évaluation. Alors, je ne vais pas revenir sur les propos de Jean Wilks, il a presque tout dit. Et je pense que son témoignage, parce que je pense que dans la situation actuelle de notre société, il y a 3 points qui me semblent importants si on veut continuer à co-construire ensemble. Le premier point, c'est Michel Desjoyeux qui le dit. Se sentir en sécurité. Ils vont bien qu'actuellement, à échelle mondiale, ce n'est pas aussi évident que ça. Le deuxième, c'est pouvoir être en capacité de travailler davantage et mieux ensemble. Ça, c'est plus facile à réaliser. Et le troisième point, c'est faire preuve de mémoire, parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a dans l'antériorité, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur le fait qu'on puisse avoir une journée comme celle-ci à Bordeaux. Si nous sommes réunis ce jour à Bordeaux, c'est aussi en grande partie grâce à une approche interassociative existante depuis plus de 10 ans, et le sujet de cette journée régionale est le fruit d'un travail engagé par la région 6 Poitou-Charentes et son président Alain Galland, son équipe, que je tiens à remercier, datant de l'époque de nos ex-régions, qui constituent depuis la réforme territoriale et la mise en place de la région Nouvelle-Aquitaine. On avait 2 sujets qu'on traitait sur nos ex-régions. Celui sur l'espace usager, maison d'usager, qui vient de Poitou-Charentes, et celui sur le champ du médico-social à l'initiative à l'époque de Michel Fourcade, qui était le directeur de l'ARS Limousin, et qui concerne le champ du médico-social, sur lequel également on s'inscrit dans le CEPOM que nous portons avec l'ARS. Si nous sommes réunis, nous le devons à ce combat au bénéfice de 2 lois que je souhaite mettre en valeur. Il y a 2 lois de référence. Il y a la loi du 4 mars 2002, dite la loi de Kouchner, relative aux droits des personnes malades et à la qualité du système de santé. Mais tout autant est aussi la loi du 2 janvier 2002, relative à la rénovation de l'action sociale et médico-sociale. Ne les perdons pas de vue. Aujourd'hui, la place de l'usager dans le système de santé, où elle s'appuie sur des lois et des décrets, et automatiquement on nous sollicite pour y participer. S'il n'y a pas de texte de loi, on reste à la bonne volonté des organisateurs de nous y associer ou pas. C'est une réalité. Nous le devons également à cette dimension interassociative depuis la loi du 26 janvier 2016 qui confie et reconnaît officiellement à France Asso Santé la voix des usagers, l'organisation de référence pour représenter les patients et les usagers du système de santé et défendre leurs droits. J'ai envie de dire que nous le devons à toutes celles et tous ceux qui se sont engagés au nom de vos associations agréées, associés et partenaires pour la représentation, la consultation, la co-construction de la démocratie en santé et qui, dans les instances où les usagers sont présents, ont permis en appui au rapport d'activité de la CDU et des CDU, remis à l'ARS sur les rapports d'activité, remonté à la Conférence nationale de santé, de réaliser une charte que je mets aujourd'hui comme étant essentielle, parce qu'elle est écrite, elle a été validée, elle mérite d'être proposée sur tous les frontons de nos établissements, c'est usagers professionnels, ensemble pour notre santé. Je pense que c'est une charte qui n'est pas suffisamment connue. Dans les objectifs et les orientations qu'elle propose, je vous invite à la reconsulter et à la replacer dans le cadre des relations que nous avons
au niveau des instances où nous siégeons. Nous le devons aussi à France Asso Santé Nationale, aux délégations régionales, donc celles qui nous rassemblent aujourd'hui, France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, qui, en appui à son organisation, en ses instances riches de bénévoles, d'élus, de salariés et de partenaires et du programme proposé de cette journée, est la preuve des dynamiques d'action en cours, engagées, opérationnelles sur le terrain, au plus près des établissements de santé publique et privés. M. Elbod a besoin de concret, de pragmatique. La journée aujourd'hui en est le révélateur et la preuve. Le tout dans une dynamique permanente qui nous mobilise et nous rassemble en séminaire depuis 2 ans par le lancement de projets destinés à élaborer les nouvelles orientations stratégiques et fixer les actions prioritaires du réseau de notre union France Asso Santé et France Asso Santé Nationale pour la période 2023-2026. C'est sur ces fondamentaux de base que nous devrons nous appuyer, mais tout autant dès à présent sur cette journée de référence par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport au bilan d'aujourd'hui et par rapport à la déclinaison de notre politique de demain, que je suis heureux et fier au nom du bureau et du comité régional de France Asso Santé de déclarer ouverte. Je vous remercie. Merci Patrick. Allez, avant de passer dans le concret et laisser la parole à nos intervenants de la première table ronde, petit tour d'horizon. On va le faire avec Axel Vion, qui est donc le référent régional pour la Nouvelle-Aquitaine et qui est également un animateur dans un espace des usagers, quand même dans 2. Donc voilà, Axel, on te laisse la parole pour nous faire ce petit tour d'horizon de ce qui existe en Nouvelle-Aquitaine. Alors, bonjour à tous. Déjà, dans un premier temps, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour parler justement de ce qui a été fait sur les espaces des usagers en Nouvelle-Aquitaine. Alors, depuis 2016, j'ai eu le privilège d'être aux premières loges pour observer l'évolution des espaces des usagers dans notre belle région. Pour reprendre les mots de Jean Wills, quel chemin parcouru. En 2019, comme vous le savez, le Covid-19 a chamboulé nos méthodes de travail. Dans les espaces des usagers, la possibilité de tenir des permanences a été compromise pendant la pandémie. C'est durant cette période de télétravail obligatoire qu'a émergé l'idée novatrice d'une plateforme régionale des espaces des usagers. L'objectif était clair, répondre aux attentes de l'ARS concernant les espaces, en mettant l'accent sur l'harmonisation et le développement des espaces des usagers en Nouvelle-Aquitaine. C'était une priorité majeure pour pérenniser ce beau dispositif. Avec Raymond Mercier, animatrice et référente EDU sur le secteur de Niort dans les Deux-Sèvres, et épaulée par notre coordinatrice Géraldine Boulinet-Fité, nous avons imaginé et conceptualisé la plateforme que vous connaissez aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs à remercier également l'agence Autempora qui nous a aidé à structurer nos idées. En octobre 2021, nous avons officialisé l'ouverture de cette plateforme à travers une inauguration réussie au centre hospitalier de Niort. À cette date, un peu plus d'une dizaine d'établissements étaient en partenaire avec nous sur la dynamique de la plateforme. Ainsi, équipés d'une plateforme, d'une cartographie que vous voyez actuellement à l'écran, d'un guide d'accompagnement et d'un kit de communication flambant neuf, nous avons entamé la 2e étape de ce projet, à savoir faire connaître et inscrire de manière durable les établissements ayant un espace des usagers ou une volonté de création d'espaces des usagers. Nous avons contacté par la suite de nombreux établissements en leur envoyant un formulaire de consentement pour apparaître sur cette plateforme. L'objectif du formulaire était de faire un état des lieux des associations actives au sein de l'établissement et de dresser un bilan global de leur espace des usagers. Alors, après 2 ans d'existence, dressons ensemble le bilan de nos efforts. La plateforme des espaces des usagers aujourd'hui compte désormais pas moins de 42 établissements partenaires en Nouvelle-Aquitaine. Parmi eux, 19 espaces des usagers fonctionnent de manière structurée, 18 suivent un projet de création ou sont en cours de suivi pour ouvrir leur espace des usagers, et 5 établissements sont en cours de restructuration ou de construction de leur espace. Nous avons également établi des contacts avec 3 établissements en dehors de la Nouvelle-Aquitaine. Par exemple, je pourrais citer ici le centre hospitalier d'Auxerre dans le centre Val-de-Loire, qui nous avait contactés pour connaître notre système de fonctionnement et avoir un droit de regard sur notre guide que nous proposons aux établissements. Au cours de ces 3 dernières années, Raymond et moi-même avons parcouru une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine pour présenter et promouvoir ce dispositif. Nous pouvons citer ici en exemple une présentation de la plateforme à une commission GHT dans le Limousin avec une dizaine d'établissements présents. Nous organisons aussi des journées d'information, dont celle par exemple à Charles-Perrins en 2022.
Notre objectif principal est de faire connaître les espaces des usagers, d'encourager les établissements à en créer, de les faire vivre et de les intégrer dans une démarche participative et citoyenne en maintenant la notion de démocratie en santé, une valeur ajoutée indissociable des espaces des usagers. Le dispositif est aujourd'hui mieux connu et reconnu. Certains établissements viennent directement à nous contacter via la plateforme pour bénéficier de notre soutien. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour faire le point justement sur les espaces des usagers, mais surtout pour regarder vers l'avenir. Comment les espaces des usagers pourront-ils s'intégrer ou se réinventer dans les modèles associatifs de demain? Je n'ai moi-même pas la réponse à cette question à ce stade de la journée, mais j'espère sincèrement que nos réflexions d'aujourd'hui nous permettront d'y voir plus clair et de structurer de manière optimale les espaces des usagers de demain, les espaces 2.0 comme j'aime les appeler. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et vous souhaite une bonne journée de travail. Merci Axel pour ce petit rapport, voilà, qui donne un peu la tonalité. Alors justement, pour en parler de manière concrète maintenant, puisque vous avez le rapport chiffré très précis d'Axel. Et donc pour ça, on a des témoignages, donc des retours d'expérience justement de maisons espaces des usagers qui ont été ouvertes. Donc en plus, alors trois années. 2021, 2022, 2023. Donc on a vraiment les plus anciens et les plus nouveaux. Alors, à la table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Yvette Martin, qui est du centre hospitalier de Guéret, qui est donc présidente de la CDU au centre hospitalier de Guéret, qui est l'association UFC Que Choisir. À ses côtés, Marie-Christine Schulz, qui est responsable de l'association Réseau Bulle 23, également donc à Guéret, qui est du réseau d'entraide de solidarité pour les familles, les personnes concernées par l'autisme et les troubles associés, qui est également très partie prenante de la maison espace des usagers de Guéret. À côté de Marie-Christine, nous avons donc Julie Launay, qui est chargée des relations des usagers, des associations de santé publique également, au centre hospitalier Oloron-Sainte-Marie. Vous voyez, Guéret-Oloron-Sainte-Marie, beaucoup de kilomètres et on voit que ça peut fonctionner. Et à ses côtés, on a Céline Caperne, qui est coordinatrice générale des soins au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Ensuite, nous avons donc trois personnes qui sont également d'un nouvel établissement qui nous a rejoints, dont on vient de parler par l'intermédiaire d'Axel, qui est donc du centre hospitalier Charles Perrins. Et donc pour cela, on accueille Jacques Chrétien, qui est coordinateur de la maison des usagers du centre hospitalier de Charles Perrins. À ses côtés, Marie-Dominique Bouchiki, animatrice de cette même maison des usagers. Et on a également à côté Madame Aubert, qui est de l'UNAFAM et qui est également présidente de la CDU. Voilà. Merci à vous tous. Justement, 3 années. Guéret de mémoire 2021. Oloron-Sainte-Marie 2022, en plus vous avez vu, instinctivement ils se sont mis dans l'ordre chronologique, et puis ensuite Charles Perrins 2023. Donc ça c'est fabuleux. Alors du coup on va passer dans l'ordre, et alors rapidement, j'aimerais bien que Yvette, je vais vous poser la question à tous, ce qui est intéressant, vous allez voir après en fil rouge justement quelques exemples d'installation. Mais pour vous, comment c'est venu un peu, parce que ça ne sort pas du chapeau, cette idée de mettre en place une maison espace des usagers. Expliquez-nous un petit peu en détail l'historique de vos projets respectifs. D'abord, Yvette et Marie-Christine, et puis on laissera après la parole à vos collègues. J'ai fait de ce projet, que j'avais entendu, un véritable défi parce que ça m'a plu. Et lors de la première CDU que j'ai animée, on va dire en janvier 2020, j'ai intégré dans le programme 2020 de la CDU une réflexion autour de cette maison des usagers, qui s'appelait Maison des usagers à ce moment-là. Alors plusieurs réunions ont eu lieu, bien sûr, avec la chargée des relations avec les usagers. La CDU du mois suivant, en février 2020, c'est pour dire si c'est allé vite, on avait déjà préparé tout ce qu'il fallait de façon artisanale. Alors, on est bien d'accord, on est artisanal, on est en Creuse, on n'avait pas encore la plateforme numérique. Donc, on a fait nous-mêmes un cahier de suivi, on a cherché une convention, un règlement intérieur, voilà. On a fait valider tout ça à la commission des usagers, qui pour moi est le point très fort d'ancrage de ça. Et ça, c'était la partie administrative. Bon, c'est très bien, l'idée elle était bonne, mais maintenant il fallait trouver des associations. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit téléphone,
Et puis, j'ai appelé pas mal d'associations qui interviennent dans le champ de la santé. Et surtout, j'ai fait quelque chose qui m'a beaucoup rapporté, et c'est là où j'ai déniché tous. J'ai fait le tour des forums des associations. Et là, 3 ou 4 assos m'ont dit « Mais on n'attendait que ça, quelque chose comme ça, nous, pour aller. » Donc, bien sûr, moi, j'étais blindée, motivée, pas de souci. Donc, la création de cet espace des usagers, c'est vrai, c'est devenu un véritable défi que je me suis inscrite moi-même pour mes 3 ans de mandat. Ensuite, que s'est-il passé? On a eu un changement, enfin, il y a eu beaucoup de changements de direction, je dois dire, à l'hôpital de Guéret, et à chaque fois, tous m'ont aidé et ont porté ce projet. Ça, je tiens à le dire, c'est très important. En octobre 2020, alors, savoir que là, évidemment, il y a le Covid qui est passé depuis mars et tout ça, donc le projet n'est pas allé aussi vite que prévu, mais bon. En octobre 2020, il y a eu un changement effectivement de direction qui a complètement validé cette idée, qui m'a dit, mais moi, je vais vous mettre, en plus de votre petit local que vous avez là-bas au fond, je vais vous commander une superbe borne, très jolie, là vous la voyez, elle est lumineuse, elle est conviviale, et je vais vous la placer, pour bien que vous soyez vous plutôt de ce local qui est là-bas dans le couloir, je vais vous la placer dans le hall de l'établissement. Et c'est ce qui s'est passé, avec une inauguration officielle qui devait avoir lieu en décembre 2020, qui finalement a eu lieu, comme c'est marqué sur la plaque, le 25 juin 2021. Alors ce jour-là, on avait quand même, quand je dis officiel, on avait donc Madame Dumont, qui était directrice de l'ARS de la Creuse à ce moment-là, et qui est là. On avait les représentants du préfet, le maire, le député, j'ai coupé le ruban, enfin, elle a été inaugurée, je vous assure. Voilà. Ensuite, c'est qu'il ne fallait rien lâcher et auprès des associations, parce qu'on était en plein effectivement Covid. Alors après, il fallait informer ces associations. Donc toutes ces associations, on devait les réunir, on n'a pas pu parce qu'on ne pouvait pas faire présentiel. Donc on a décidé en novembre 2020 de faire une audioconférence. Et là, j'ai eu très peur qu'il y ait très peu d'assauts, mais il y en avait 9 qui ont répondu. On leur a expliqué ce qu'on comptait faire et elles nous ont répondu par téléphone qu'elles étaient partantes. Donc c'était déjà bien au point, bien avancé. Et donc le 2 septembre 2021, l'espace des usagers est vraiment... et il s'est appelé espace des usagers parce qu'en fait, le directeur là m'a dit, moi, c'est pas une maison des usagers qu'on va faire, ça il m'a dit très clairement, c'est un espace des usagers. Et c'est à ce moment-là que tout a changé de nom. La première permanence s'est tenue donc le 2 septembre 2021. J'avais 5 associations, dont le réseau Bulle 23 avec Madame Chousse. Et là, j'ai pris un engagement que je continue à tenir actuellement aujourd'hui. Chaque fois qu'une nouvelle association vient, sachant qu'aujourd'hui, à ce jour, il y en a 22, chaque fois qu'une nouvelle association vient, pour la première fois, je viens les voir pour voir comment ça se passe, ils ont tout bien, tout ce qu'il faut, et je suis là, et je le fais vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Alors on a organisé, après je vais arriver à la suite avec les évolutions, dans le cadre de l'organisation, 2 fois par an, on fait une réunion des associations, en présence de la direction, en présence de la présidente de la CME, en présence de la responsable qualité, de la chargée de relations avec les usagers. Et à la première réunion des assos, je me souviens que le CDCA, parce qu'il faut savoir que non seulement on a des assos, mais on a aussi le CCAS, qui vient tenir des permanences. Le CDCA a amené Madame la défenseur des droits, qui était là, présente, à la réunion des associations. C'était très riche et très intéressant. Alors, dans cette maison des usagers, dans cet espace des usagers, je veux dire, on est toutes les assos qui tiennent effectivement des permanences, mais également qui? Les représentants des usagers. Parce que là, c'est extraordinaire pour un représentant d'usagers. Vous voyez, derrière la borne, cette borne, elle est idéalement placée dans le hall. Qu'est-ce qu'il y a dans le hall? Il y a tous les gens qui attendent avec leur ticket, là, pour prendre leur papier. Et là, moi, le RU que je suis là, eh bien, je suis tout simplement l'œil et l'oreille de l'usager. Et on vient me voir pour les délais d'attente. Comment je vais faire, madame? Ma consultation est à telle heure, je ne peux pas arriver. Les difficultés liées à la signalétique, au handicap, aux gens du voyage qui sont totalement perdus au milieu. Autant d'observations que je restitue aux membres de la commission des usagers et qui font l'objet d'une étude, de propositions et d'un suivi. Et là, j'insiste, là, ça vient alimenter le projet des usagers qui est en cours. Voilà pour ça. Ensuite, ok. Peut-être qu'on verra les évolutions après. On va peut-être laisser la parole à ce moment-là, Julie. Peut-être retour, Julie, alors sur la structuration.
Nous avons ouvert notre espace des usagers il y a quelques mois au sein de l'hôpital de Lorrain-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce projet est venu de l'échange et de discussions lors de nos commissions des usagers, où les représentants des usagers voulaient trouver un lieu pour pouvoir informer, accueillir, conseiller les patients en lien avec nos associations partenaires. Nous étions alors dans un projet de restructuration, donc c'était un petit peu délicat de trouver un emplacement. Mais une fois que le projet de restructuration s'est terminé, nous avons pu, avec la direction des soins, trouver un lieu choisi par les représentants des usagers et ainsi ouvrir des permanences tenues par nos associations partenaires, qui sont au nombre aujourd'hui de 11. Ils se sont greffés également depuis quelques semaines des permanences de nos représentants des usagers. Super, donc on voit vraiment la liaison de l'espace avec la liaison associative et les représentants des usagers. Côté Charles Perras, comment ça s'est passé, Monsieur Chrétien? Alors, avec Madame Aubert, on va reprendre très rapidement le projet. Il y avait déjà eu en 2015-2017, avec l'ancien projet d'établissement, le travail avec le projet médical, la naissance et l'émergence de la volonté de créer un espace des usagers. Et avec l'arrivée de M. Thierry, le nouveau directeur d'établissement, la restructuration de la direction des usagers, il y a une volonté affichée de la direction d'aboutir à la création de cette maison des usagers, ouvert donc aux patients, aux usagers, patients, familles, entourage, de l'intra et de l'extra-hospitalier, mais aussi aux aidants, et avec une envie portée par les RU d'ouvrir cette maison des usagers dans la rue directement à toute personne souhaitant s'informer sur la santé mentale. En lien avec le projet d'établissement 2020-2024, la direction des usagers a constitué un groupe de travail pluriprofessionnel où l'ensemble des représentants des usagers ont pu travailler à la rédaction du projet. On a une autre animatrice aussi en santé publique qui a participé, abouti à la présentation en juin où avec Madame Aubert, présidente de la CDU, nous avons présenté à Monsieur le directeur le projet qui a été validé. On a recherché un local, alors ça n'a pas été simple. On voulait une petite maison qui s'affiche, ouverte sur l'extérieur. On avait des exigences, un haut niveau d'exigence, partagé avec notre direction. Donc quand on a trouvé ces locaux, cette maison, il y a eu une nécessité, un effort institutionnel important de financement, que les conditions d'accueil soient particulièrement agréables. Et donc a émergé l'idée de créer une maison des usagers itinérante, puisqu'on avait déjà représenté, on avait déjà accueilli 18 partenaires associatifs, et on a lancé au mois de septembre 2022 la maison des usagers itinérantes, et ouvert nos locaux au mois de juin, inauguré au mois de septembre. D'accord, très bien. Donc on voit un peu de l'émergence de l'idée à la réalisation du projet, un parcours, un vrai parcours où on voit bien la collaboration essentielle qu'il peut y avoir entre les représentants des usagers, les établissements, de ce dont on parlait, le partenariat, les représentants et les associations. Et du coup, un peu, quels sont aujourd'hui maintenant, vous avez pour chacun un petit vécu maintenant, si vous regardez dans le rétroviseur, c'est quoi maintenant les perspectives actuelles? Quelles sont les évolutions actuelles? Peut-être Marie-Christine, en parler un peu, côté Guéret? Bonjour à tous, donc je représente l'association Réseau Bulle 23, réseau d'entraide et de solidarité pour les personnes autistes et depuis 2019 les troubles du neurodéveloppement qu'on appelait autrement avant. Néanmoins, notre association étant itinérante elle-même du fait de notre territoire hyper rural, ça a été une évidence quand Yvette m'a téléphoné pour me demander est-ce que ça t'intéresserait de venir faire une permanence au CH de Guéret. Ça me semblait évident. Parce que quand on est autiste, on peut aussi avoir d'autres problèmes de santé et il s'avère aussi que c'est un lieu de lisibilité que tout le monde connaît sur le territoire. Le CH de Guéret appartient à ses usagers, appartient à sa population. Donc ça me semblait évident. Donc en 2021, on a investi les lieux voilà, toutes les semaines, tous les lundis matins, de 9h à midi. On était au CH de Guéret.
Et puis je me suis dit de mon côté qu'il fallait persévérer parce que l'idée était bonne. Donc de ma propre initiative, mais Yvette est bien au courant, bien sûr, c'est que je suis partie investir au sud de la Creuse parce que notre territoire, si vous mettez 1 heure de tram pour aller d'un bout à l'autre de Bordeaux, il vous faut 1 heure de voiture pour faire 30 bornes, parfois en Creuse, tellement c'est... Je ne vous explique pas. Mais c'est que du bonheur, hein. Si vous avez besoin de vacances, n'hésitez pas. Donc, cet aparté est terminé. Donc, j'ai pris le même chemin. J'ai suivi exactement les mêmes choses qu'avait fait Yvette en ouvrant sur Guéret. J'ai suivi les mêmes directives et je suis allée m'installer en plein au milieu du hall d'entrée du centre hospitalier de Bourganeuf. Alors, Bourganeuf, c'est pas très loin, mais ça s'appelle le sud de la Creuse. Comme ça, il y avait un maillage au nord et il y avait un maillage au sud. Et pendant plus d'1 an, toutes les semaines, le lundi après-midi, je suis allée donc là. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que cette itinérance qui nous était propre quand même depuis 2012 sur le territoire, pour aller au plus près des personnes autistes et au plus près aussi des problèmes des familles et d'autres personnes qui sont en lien avec l'autisme, mais pas que. Je me suis dit, voilà, ce serait bien, c'est que on a eu le plan particulier pour la Creuse, on a eu le plan territorial de la santé mentale, on a eu le plan santé plus 23, et la première chose qu'on m'a dit, comment vous faites pour aujourd'hui avoir réuni autant de familles? Parce que l'air de rien, en 2012, il y avait 0 famille, à part la mienne, et aujourd'hui, entre les personnes autistes et les autres troubles du neurodéveloppement, on est à 577 familles au sein du réseau BULF. Je me suis dit, si on a ce maillage territorial, parce qu'on n'a pas le choix, moi je fais 17 dates de café-rencontre par an, dans des bleds improbables, et je me suis dit, c'est la solution pour notre territoire. Et au fil du temps, à force, plein de gens comme moi ont dit, il faut qu'on aille au plus près des gens. Il faut franchement qu'on aille au plus près des gens. Et donc on s'est dit, mais pourquoi chacun fait sa popote dans son coin? Pourquoi on n'essaierait pas de mettre tout ça sous une même enseigne, de moyens que tout le monde s'y retrouve? Un numéro de téléphone, une enseigne et tout bien. Et c'est comme ça qu'est né les premiers pas de la communauté 360. Alors la communauté 360, ce sont des personnes de droit commun qui se sont réunies sous une même effigie, dans lequel vous avez autant des personnes qui sont handicapées dans divers domaines, mais pas que, puisqu'au jour d'aujourd'hui, c'est même ouvert avec les espaces des usagers. Et moi, je fais partie des membres cœur premiers, c'est-à-dire des 6 premières personnes qui ont parlé de cette communauté 360. Donc voilà, ça, on a commencé par là, et puis on s'est dit, bon, c'est bien d'avoir fait ça. Ils sont tous là. Au jour d'aujourd'hui, il y a un monde de ouf dans cette communauté, mais on ne va pas attendre que les gens viennent à nous parce que c'est compliqué. Alors, il y a eu le Facilitybus. Ça, il ne faut pas faire de la dyslexie, hein, je vous le dis. Facilitybus. Donc voilà, la création de ce Facilitybus permet la facilité de se déplacer d'un lieu à un autre, et entre autres, il va venir poser ses guêtres devant le CH hospitalier de Guéret pour accueillir les personnes et éventuellement recevoir même les usagers qui sont entre les murs, parce que en général on n'est pas là au hasard et en général il y a des difficultés. Donc le Facilitybus se déplace tout au long des semaines en fonction des lieux qu'il y a besoin et aujourd'hui apporte de l'aide à l'ensemble des personnes du territoire. Je vous avoue que quand on habite en Creuse, c'est pas un vain mot d'avoir un service de très grande proximité comme celui-ci. Alors ils font pas tout, hein, ils font pas la vaisselle, mais ils font des tas de choses qui vous permettent de vous faciliter votre quotidien. Et nous, on en fait partie, et la dame à côté de moi en fait partie aussi. Et on compte bien pérenniser ce process qui est vraiment en lien avec notre territoire. Voilà, voilà.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Christine. Côté Oloron-Sainte-Marie, donc C'est Céline. noté qu'en octobre 2023, le Facility Bus a rencontré 235 personnes. Ouais, J'ai les chiffres. Oui. récents. super. Merci beaucoup, Yvette. Céline, côté Oloron-Sainte-Marie, c'est quoi les évolutions actuelles maintenant que ça a été ouvert, cette maison espace des usagers? Alors nous, on essaye de développer l'espace des usagers dans les services. Donc on a ouvert nos services de soins à tous les usagers et aux représentants des usagers, y compris les associations. Donc quand les associations viennent dans les services, prennent leur permanence, ils peuvent aussi aller dans les services de soins avec notre accord de l'institution, mais aussi des cadres pour rencontrer des familles et présenter les associations à certaines familles qui attendent ou qui viennent voir leur famille ou leurs patients dans les services. C'est quelque chose qui a été demandé par les représentants des usagers, en fait, parce qu'ils avaient du mal à capter les patients ou les familles qui venaient, donc on leur a proposé, et du coup ils sont très très contents, et du coup les familles descendent dans les espaces des usagers les rencontrer. Ils ont trouvé ça facilitateur en fait de pouvoir leur donner accès, et c'est quelque chose qu'on a retrouvé en CDU. Ils nous ont dit que l'accès aux services, y compris faire des questionnaires de satisfaction, donc par rapport à leur association eux-mêmes, ou ce qu'ils attendent, ou ce que les familles attendent des représentants des usagers et des services des usagers dans les hôpitaux. Ça nous a permis de déployer des solutions ou des avancées au niveau de nos agencements dans l'établissement, des services aux familles, des présentations, des accueils, en fait améliorer notre qualité de soins et de prestations au niveau de l'hôpital. Donc on essaye d'évoluer. En CDU, on prend leur témoignage pour faire avancer petit à petit notre espace des usagers, avec des associations de plus en plus nombreuses qui demandent des places pour venir prendre des permanences. On travaille aussi beaucoup avec la ville. Moi, j'ai la chance de travailler avec une CLS, le comité local de santé, de participer à leur commission, et donc de pouvoir aussi participer aux demandes des usagers qui participent, et de faire aussi connaître notre espace des usagers à l'hôpital. Donc on a un lien étroit avec la ville, avec les maisons de santé aussi, qui ont aussi ouvert leurs espaces à des usagers. Nous, à Oloron, la maison de santé oloronnaise a mis dans leur conseil d'administration des usagers. C'est une première pour eux, donc ils nous ont demandé des conseils, y compris des conseils à nos usagers pour les accompagner dans la mise en place, et de faire connaître toutes les associations pour pouvoir faire un maillage des usagers dans notre territoire, et de pouvoir se fédérer tous ensemble en fait, pour faire apporter une meilleure qualité et répondre au mieux aux attentes de tout le monde, en fait, autant des professionnels, des familles que des usagers et des patients. Voilà, donc on essaye de tous se fédérer ensemble. Pas facile, mais on essaye d'améliorer ça. Voilà. Bravo. Et maintenant, côté Charles Perrins, donc peut-être Marie-Dominique Bouchiqui et Madame Aubert. Voilà, je vous en prie. Alors sur Charles Perrins, vous avez vu qu'on a réfléchi longuement, puisqu'on a commencé à déposer un premier projet en 2017 et on a fait une ouverture en 2023, donc il a fallu pratiquement 6 ans de réflexion. On est parti d'un constat, les représentants des usagers, comment représenter les patients sans les rencontrer, sans les côtoyer, sans les connaître. Et puis on s'est rendu compte très vite qu'on avait 2 freins. Le premier frein, c'est que rentrer dans un hôpital psychiatrique, ça n'est simple pour personne. Et le deuxième frein, c'est que dans un hôpital psychiatrique, il y a des unités fermées, où on a beaucoup de mal à rencontrer les patients. On a travaillé sur comment prévoir cette maison des usagers pour que tout ce petit monde puisse se rencontrer, y compris les patients des unités fermées. Et donc, on est parti aussi du fait que aucune association n'avait une réponse seule sur ce que souhaitaient les usagers. Donc, nous sommes à l'heure actuelle 18 associations, la majorité sont partie prenante, ce qui fait qu'on peut avoir une réponse beaucoup plus systémique de tous les problèmes qui nous sont déposés dans cette maison des usagers, que ce soit du côté des familles,
mais aussi des côtés des patients. Donc bon, j'en ai quelques-unes. Alors il y a bien sûr la mienne, une femme qui est là, mais vous avez aussi un point d'accès au droit, parce que très souvent on se pose des problèmes juridiques. Vous avez aussi SOS Suicide. Donc toutes ces associations mises ensemble, on arrive à apporter le maximum de réponses à toutes les questions qui peuvent nous être posées. Et puis le dernier point sur lequel, avant que Marie-Dominique intervienne, nous avons souhaité que cette maison des usagers ait une ouverture directe sur la rue. Parce qu'en psychiatrie, on souhaite absolument lutter contre la stigmatisation des maladies psychiques, et nous nous sommes dit que plus de personnes rentreraient dans cette maison sans obligatoirement traverser l'hôpital psychiatrique, plus on arriverait à faire comprendre ce que sont les troubles psychiques et leur montrer que c'est une maladie, ce sont des pathologies comme les autres. Bonjour. Si je peux compléter ce que dit Agnès, et pour parler d'évolution et revenir sur ce collectif associatif, c'est vrai que l'évolution ou la surprise, la bonne surprise, même si on s'y attendait un petit peu sur les derniers mois avant l'ouverture, c'est que ces associations sont vraiment hyper mobilisées, j'ai envie de dire. C'est un bonheur vraiment, je le dis devant témoins, d'animer ce collectif et de co-construire avec eux. Et du coup, pour vous donner un peu une idée de la manière dont elles peuvent intervenir dans le lieu et sur l'itinérance, mais j'y reviendrai, c'est vrai qu'il y a différentes manières d'intervenir à la maison des usagers. Là, vous avez la pièce principale en photo. Il y a plusieurs petites pièces comme ça. Moi, j'aime bien dire que les murs sont aussi un outil, un bel outil qu'on nous a préparé. On peut co-animer l'espace d'accueil, être sur vraiment de l'accueil informel, et les associations qui sont présentes saisissent l'inattendu du quotidien. Je vais dire, on est ouvert tous les après-midi du lundi au vendredi. On peut bien sûr recevoir sur rendez-vous un entretien plus confidentiel dans 2 pièces qui ont été aménagées pour. Et on peut aussi proposer des animations, alors bien que les assos amènent avec elles quand elles viennent sur les permanences, ou qu'on construit ensemble sur des formats de café-débat, d'ateliers, ou alors même d'événements comme par exemple la journée santé et bien-être au féminin. Tu veux en dire 2 mots peut-être? Oui, je trouvais que c'était un moment super sympa, puisque on s'est retrouvés là avec des patientes qui avaient, j'ai envie de dire, en plus de leurs problèmes psychiatriques, des problèmes de santé des femmes, et où on a pu poser toutes les questions à une gynécologue qui était là et qui nous a informés, rassurés, soutenus. Et j'ai été très agréablement surprise de toutes ces femmes qui sont des patientes, et quand on est hospitalisé à l'hôpital, c'est qu'on ne va pas bien du tout, et qui étaient là avec leurs problèmes psychiatriques qui étaient présents, certes, mais qui ont pu parler d'autres choses et qui ont pu nous dire combien elles se sentaient soutenues par des moments comme ça, des moments très conviviaux avec le café. Et donc c'est des choses qu'on va reproduire parce que ça marche. Voilà, donc cet exemple-là, il fait vraiment transparaître la mission passerelle de la maison des usagers. Intervention de Cécile Favrol, qui est médecin généraliste au service somatique de l'hôpital. Co-animation avec les représentants des usagers et 2 associations, les Burnet, qui interviennent sur le burn-out féminin, et Lovely Solidarity, elle, qui intervenait plutôt autour du cancer, des cancers au féminin, malheureusement. Voilà, et puis alors je ne sais pas si c'était évolution ou introduction pour nous sur la maison des usagers, l'itinérance, on pourra y revenir. Donc un vélo cargo, je ne sais pas si, voilà, super, on le voit en photo. Donc ça, c'est le jouet, l'outil, l'objet de curiosité, voilà, donc de la maison des usagers de Charles-Perrins. Ce vélo, il va nous permettre d'animer une dynamique d'itinérance qui va prendre 4 formes. La déambulation, et Edna, qui est en service civique avec nous à la maison des usagers, on est l'une des animatrices. L'idée, c'est de sillonner le parc de l'hôpital pendant l'ouverture des locaux et de pouvoir interpeller et inviter les patients, les familles, les visiteurs à venir nous rencontrer en temps réel, en live, sur la maison des usagers. Les stand-up,
Donc comme vous pouvez voir, la caisse du vélo, elle est fermée. Elle permet en fait d'installer un stand, voilà, un pop-up, un stand qui peut durer 1 heure, 2 heures. On se pose dans un endroit du parc, à l'entrée d'un service, avec une association, un représentant des usagers, et on va faire une mini maison des usagers, un accueil, un peu comme le comptoir tout à l'heure, excusez-moi, je trouve plus le mot, la borne d'accueil, mais en plus modeste, on va dire, et en extérieur. Ça permet voilà, de donner une vision instantanée de ce qu'est la maison des usagers et de ses acteurs. Le vélo, il s'arrête à la porte des unités, mais pas nous. Et du coup, on peut aussi intervenir notamment avec les RU dans les unités de soins, notamment les unités fermées, pour aller rencontrer les patients, mais aussi les soignants qui n'ont pas forcément sur leur journée de travail l'opportunité d'aller jusqu'à nous, leur présenter le projet, les différents acteurs, mettre des visages sur les représentants des usagers notamment, sur les animateurs de la NDU ou sur les associations. Et puis enfin, ce vélo, il est à assistance électrique, je dois le dire, je ne suis pas une grande sportive, et il va nous permettre aussi d'aller à l'extérieur, dans la cité, dans la ville, on l'a cité tout à l'heure, sur des événements ou sur des animations sur l'espace public qu'on crée et qu'on anime nous-mêmes en autonomie. Voilà. Là, ça permet aussi, par exemple, sur les semaines d'information santé mentale l'année dernière, on avait pu aller dans le quartier à la rencontre des habitants avec un porteur de parole. Voilà, ça permet vraiment de s'ouvrir à l'extérieur et d'aller vers les différents acteurs. Et je voudrais juste insister, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'avancée que ça a été, de pouvoir rentrer dans les unités fermées pour aller parler d'un espace qui est ouvert aussi aux patients, certes accompagné par du personnel soignant, mais honnêtement, c'est une grande avancée. Merci beaucoup et vous pouvez les applaudir parce que c'est vraiment chouette. Et du coup, donc, dans le cadre de notre collaboration que nous avons avec l'ARS, Axel vous en a parlé, de cette fameuse plateforme. Pour certains, donc, vous étiez déjà en mouvement, vous n'avez pas attendu l'arrivée d'une plateforme numérique, d'une cartographie et d'un accompagnement pour pouvoir fonctionner. Mais entre vous, donc... Justement, j'aimerais bien un peu voir, avec que vous puissiez nous partager aussi le fait qu'aujourd'hui vous êtes tous référencés sur la plateforme. Ça vous apporte quoi, la plateforme et le travail justement de recensement de la cartographie? Yvette? Alors, moi, la plateforme, effectivement, on l'a intégrée tout de suite. Dès octobre 2021, on a eu la plateforme qui nous a aidés pour toujours nous supporter, nous aider, nous soutenir, ouvrir cet espace et l'apprendre. Moi, ce que ça m'apprend, c'est-à-dire qu'on met à jour, on ouvre, par exemple, là, quand on fait l'autre fois, on a fait une réunion des associations avec une photo et un petit commentaire de ce qui s'est passé les présents. Là, j'ai reçu la 22e association photo également, ça vient d'être mis la semaine dernière. Avec l'évolution, on essaie de mettre des sujets d'actualité, l'arrivée des nouvelles associations, le planning des permanences, bien entendu, tout est là. Alors là, par contre, sur la plateforme, je me permets juste un petit bémol, c'est que j'ai beau en parler aux associations, en CDU, c'est pas très facile de faire connaître cet outil et je crois que les gens n'arrivent pas à en voir l'utilité. Je fais ce que je peux, vraiment le maximum, mais c'est pas simple. Voilà. Voilà pour la plateforme. Je peux continuer sur une évolution intéressante parce que tout à l'heure j'ai écouté monsieur Wills qui parlait qu'en fait dans l'avenir il serait bon d'aller vers le médico-social. Alors je voudrais raconter quand même quelque chose qui se passe à Guéret. Au cours d'une commission des usagers, il y a des représentants des usagers qui ont émis une idée. Il faut savoir que l'hôpital de Guéret, il est associé à un EHPAD. Et que les réclamations de l'EHPAD, enfin celles qui concernent la santé, le CVS, elles sont traitées aussi en commission des usagers. Et des représentants des usagers sont dit, mais nous, on voudrait bien aller tenir des permanences à l'EHPAD. Seulement, stop, parce que nous, c'est sanitaire, c'est pas ça. Et alors la directrice, la Madame Zidane, a trouvé un compromis extraordinaire. Elle m'a dit en CDU, elle a dit je suis favorable, à condition que vous fassiez un binôme CVS-CDU. Et c'est ce qui se passe depuis mars 2022, le premier samedi de chaque mois. Il y a un binôme CVS-CDU, c'est très très important, qui tient une permanence à l'EHPAD.
C'est très important. Alors là, bien sûr, il recueille, on va avancer, hein, il recueille bien sûr des envies, les besoins des résidences, il va ce qui ne va pas. Et dans toutes ces demandes, il y en a une qui revenait sans arrêt. Les résidents dit il faut réouvrir notre petite boutique qui est fermée depuis 2 ans. Leur petite boutique qu'ils ont à l'EHPAD, qui est fermée depuis 2 ans, où ils prenaient un petit café pour pas cher, l'acheter leur dentifrice, leur pile, est-ce que je sais, enfin tout ça. Et lors d'une réunion avec les associations, j'ai fait le tour, j'ai dit ça, et d'un seul coup, il y avait effectivement, Madame Zidane était là, tout le monde était là, et il y a 2 ou 3 bénévoles qui ont dit mais nous, on veut bien tenir la boutique. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette petite boutique est réouverte depuis février 2023, tenue par des bénévoles, des assos, qui se sont manifestés spontanément, alors qu'elle était fermée parce qu'il y avait un salarié, il n'y avait plus les moyens de mettre un salarié. Elle est ouverte tous les après-midi, y compris les week-ends. Ça se passe vraiment très très bien. Voilà, ça je tenais à dire parce qu'on part quand même de la CDU, de l'espace des usagers, voilà, c'est ça. Et alors, c'est vrai que pour vendre cette idée, c'est ce que j'ai dit, moi ce que je voudrais c'est déporter mon espace des usagers, un peu virtuellement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé, ça c'est très important. Je voudrais dire également que l'espace des usagers est en lien direct, moi, avec la médiatrice en santé. Le centre social Zigane, qui est adossé à l'UDAF. Voilà, c'est très important. Chaque fois que quelqu'un vient, moi j'ai eu l'occasion de l'appeler 2 fois quand je tenais une permanence pour des gens du voyage qui étaient là et qui étaient perdus. J'ai appelé la médiatrice en santé qui prend immédiatement ça en charge. Et puis le Facility Books, Marie-Christine en a parlé, mais le 21 novembre, pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu le tour des associations pour mon espace santé. Il faut savoir que toutes les associations qui interviennent à l'espace des usagers, je perds dans mes espaces, moi, sont venues. J'avais 29 associations le 21, et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Voilà. Après, je vais en profiter pour dire que c'est vrai que maintenant, il faut le faire vivre, cet espace des usagers. Il ne faut pas que les permanences se banalisent, et il va falloir s'inventer. Alors certaines ont émis le souhait au cours de nos réunions d'intervenir ensemble pour faire des sortes de parcours. Faire connaître l'espace des usagers bien au-delà de l'hôpital et des assos par le biais des mairies. Alors j'ai pensé, moi, je ne sais pas comment je vais faire avancer ça. En Creuse, on a 20 maisons France Service. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à travers les maisons France Service. On a également un bus des services. Et c'est une France Service itinérante, là, je ne me trompe pas. Voilà. Ça, c'est très important. Autre chose qui a été fait aussi, c'est la présidente de CME qui a donné cette idée dans nos réunions d'assaut. Quand on répond à une réclamation et qu'une asso peut être là, on lui met un petit mot dans la lettre et on glisse le flyer. C'est arrivé pour quelqu'un qui avait un problème de sclérose en plaques, qui avait besoin d'accompagnement. Et ça, tout ça, ça part de la CDU, des réclamations, de l'espace des usagers, de tout ce qu'on peut avancer. Et ça, je tenais vraiment à le faire connaître. Voilà. Et puis maintenant, moi je pense aussi que cet espace des usagers, là, il faut qu'il se tourne vers la prévention. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler justement. On a un atelier spécial santé publique prévention, donc ça sera l'occasion. Merci Yvette. Côté donc au Laurent Sainte-Marie, donc je propose aussi, et côté Charles Perrin, un peu donc très rapidement donc de l'apport, enfin en tout cas de voir un peu le travail autour de la plateforme régionale. Concernant la plateforme, je dirais qu'elle apporte une visibilité pour les permanences qui sont tenues par les associations. À l'écran, vous pouvez voir des exemples de calendriers qui sont disponibles depuis la plateforme Espace des usagers. Et en fait, elle nous permet également de renvoyer un lien sur le site internet de l'hôpital et de permettre une diffusion de l'information au plus près des usagers connectés. Et la prise en main de la plateforme se fait par l'accompagnement de France à sa santé. Nous tenions à remercier Axel Vion pour tout l'accompagnement pour la mise en place de cette plateforme. Je voulais dire aussi, comme l'établissement de Guéret, on est rattaché à un EHPAD. Nous aussi, on a été sollicités par les représentants des usagers pour assister à la CVS.
Donc ils veulent aussi accompagner les familles des résidents dans leurs droits et de faire connaître les associations. Donc les représentants des usagers, y compris les associations, vont assister au CVS et accompagner les nouveaux représentants des familles et des résidents. Ça, c'est un souhait qu'on va faire rapidement à la prochaine CVS. Ils vont aussi essayer de faire des permanences aussi au niveau de l'EHPAD, de se déplacer pour rencontrer certaines familles sur certaines pathologies parce qu'ils sont interrogatifs. Donc c'était un lien qui s'est créé entre les deux, entre la CVS et la CDU. Donc c'est parti. Je pense que la prochaine fois, ils vont faire ensemble. Super. Côté Charles Perrin. Alors pour nous, au-delà de la plateforme, c'est une collaboration avec France Asso Santé sur les 3 temps, la rédaction du projet, où ils ont été présents juste avant l'ouverture des locaux, et puis on continue à travailler avec eux. Oui, je pense qu'effectivement, tu le disais Axel en présentation, la plateforme c'est aussi le symbole de tout un réseau dont on commence à sentir qu'on fait partie au-delà de cette plateforme. Et c'est vrai que nous, on a trouvé le travail très agréable avec France Asso Santé parce que c'était un travail de proximité. On a pu échanger de nombreuses fois avec Raymond et Axel, on a pu confronter les réalités, ils ont pu venir, et ça c'était vraiment important sur le premier café des assos qui nous préparaient, on va dire, à l'ouverture des locaux. Raymond et Axel, ils ont pu venir partager leur expérience avec les associations qui allaient être amenées à animer l'espace des usagers. Donc ça, c'était fort appréciable et c'est toujours du sur-mesure, bien que finalement sur cette plateforme, je fais le parallèle, oui, c'est un peu calibré bien sûr pour plus de visibilité, mais par contre sur le terrain, on a toujours senti que c'était de la dentelle, quoi. Donc merci à eux. Avec une réflexion peut-être à venir de rencontres sur notre région et peut-être plus de rencontres de nos maisons des usagers, ou pourquoi pas envisager à un moment donné chaque année se recevoir les uns les autres au sein de nos locaux pour partager nos locaux, partager nos expériences, partager nos innovations, nos idées un peu à destination des usagers. Merci pour cette idée, effectivement. Juste ce qui se fait ailleurs, parce qu'il y a plein de bonnes idées ailleurs, et on ne les a pas toujours nous. Alors justement, on aura tout un temps justement avec l'expérience Bretagne en conclusion de cette table ronde. Juste alors, petit mot de la fin, pour vous, de manière très spontanée, pour vous, c'est quoi les facteurs clés de succès et les pièges à éviter quand on veut se lancer dans une dynamique et une démarche d'ouverture de maisons, espaces des usagers? Individuellement, prenez la parole. Qui veut se lancer? Moi, je pense qu'il faut de la transparence, être de l'honnêteté et pas avoir peur Enfin, moi, je parle pour l'institution, mais de s'ouvrir, de partager et de tous travailler ensemble pour un même but, la qualité, la sécurité des soins, et que tout le monde s'y retrouve. Je pense que ça marche quand on se fait confiance, quand on s'écoute et quand on est capable de tous communiquer ensemble. Alors, si je peux ajouter, on se retrouve bien évidemment dans ce que vous avez dit, madame, mais une volonté commune aussi, clairement affichée, une volonté de la direction, car rencontrer une volonté des représentants des usagers qui ont accepté pendant quelques années de laisser le projet, qui mûrisse au niveau, et il y a une prise par la direction vraiment d'aboutissement. Et puis comme a dit Marie-Dominique, moi je ne suis pas du tissu associatif, je suis très centré, hospitalo-centré, mais cette ouverture sur les associations, sur les partenaires associatifs, cette animation, ce bénévolat, cette envie, mais on s'est tous rencontrés finalement, et ça a donné une belle émulation, clairement, et qui va se poursuivre. Côté Creuse? Moi, c'est vraiment juste le fait de travailler ensemble, parce que nous n'avons aucun d'entre nous les réponses à tout. Et le fait de pouvoir travailler ensemble, d'être présent sur place avec plusieurs associations, ça permet à chaque fois qu'on reçoit un patient, sa famille, de dire ah ben moi j'ai pas la réponse, mais on sait où la chercher. Et ça, je crois que c'est fédérer les associations, ça me paraît hyper important. Merci Madame Aubert. Moi je dirais que par rapport à notre territoire, ça a permis que les associations se retrouvent dans un lieu unique où on puisse échanger non seulement autour des problématiques
des personnes qui sont dans le centre hospitalier ou à l'extérieur, mais aussi d'échanger avec les autres acteurs associatifs du territoire. Cet échange, c'est facilitant dans la mesure où on se connaissait peut-être par le nom d'association, mais on n'avait pas aussi forcément de contact entre nous. Et c'est vrai que d'être là, ça permet aussi d'avoir une lisibilité sur les associations très anciennes par rapport au maillage du territoire. Je veux dire, il y a des associations qui sont là depuis 40 ans quand même, donc ça ne datait pas, puis les récentes qui arrivent, etc. Et donc ça permet d'avoir le maillage global de l'ensemble des associations du territoire, et ça nous permet de communiquer autour... Parfois, on vient me voir moi, on parle de troubles psychiques alors que j'ai rien à voir avec ça. Mais derrière, ce que je me permets, c'est d'appeler ma collègue d'une autre association et elle va prendre le relais. Pourquoi? Parce que j'en ai pas du tout les compétences et puis c'est pas mon champ d'action. De l'autre côté, c'est l'inverse qui se produit, des gens qui viennent, qui ont besoin. En plus, on a des permanences de professionnels qui nous viennent d'autres départements, vu qu'on a quand même quelques difficultés à avoir l'ensemble des professionnels de santé, même s'il y a un mieux, j'avoue. Et c'est ce qui a fait aussi que Réseau Bulle, on a été s'installer au CDU du CH, c'est parce qu'avec une association dans le département d'à côté, on a créé le PCPEA pour l'autisme. Et chaque mois, on a des permanences avec un médecin qui se déplace exprès pour. Donc moi, je m'installe au rez-de-chaussée, lui, il est à l'étage, et à nous deux, on fait un travail formidable. Donc voilà, qu'on ait une lisibilité et qu'on continue à faire ce maillage sur la Creuse qui est indispensable, parce qu'on est un département qui est quand même assez vaste, avec une population de moins de 100 000 habitants. Donc ça fait pas grand monde au mètre carré et au kilomètre carré. Mais bon, on y est bien, je le répète. Moi, je veux bien compléter, mais très rapidement. Je pense que, mais à l'image de la Creuse, d'ailleurs, ça me parle beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment, maintenant de la petite expérience qu'on a, ne pas hésiter à faire du sur-mesure, bien qu'on réponde tous un peu à une même carte d'identité, finalement. Après, c'est vraiment... de la dentelle en fonction des besoins du territoire, des usagers, des spécificités de nos hôpitaux respectifs aussi. Ne pas hésiter à être ambitieux et créatif. Je pense que c'est important de rêver aussi nos maisons des usagers, de se renouveler. Et puis, moi j'aime bien dire qu'on est des possibleurs. Donc l'idée de ne pas forcément tout de suite amener la réponse, comme tu dis Agnès, mais en tout cas rendre possible la rencontre. Voilà. En tout cas, merci à vous toutes et tous de votre participation. Je pense qu'on peut les applaudir. On voit des gens enthousiastes, motivés, de beaux retours d'expérience, donc à des degrés différents, dans des territoires différents et à des années différentes, donc avec un retour plus ou moins ancré. Du coup, on peut continuer sur la matinée. Est-ce que, avant de démarrer la partie un peu speed meeting, où vous allez un peu être en présence de certains de nos exposants et de nos partenaires un peu en privilégié, est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants avant de démarrer? Oui, bonjour, François Dipchis, je viens d'être élue à la présidence de la CDU du centre hospitalier de Périgueux, où il n'y a pas de maison des usagers. Je voulais savoir comment c'était financé et aussi comment arriver à faire cette synergie direction et représentant des usagers. Merci. Moi, je me permets de répondre vraiment spontanément et directement. Le fait d'être président de CDU en tant que représentant des usagers, c'est pas toujours facile. On risque de se faire instrumentaliser, comme on nous dit. Et c'est quand même la meilleure porte pour faire remonter tout ce qu'on a à faire remonter et être entendu. Et même via l'espace des usagers, où maintenant les médecins s'arrêtent nous voir à la borne, ils s'arrêtent quand ils passent, nous dire quelque chose.
de dire vous ferez remonter ça en CDU, mais ils le disent et ils savent que quand c'est pris en charge en CDU, c'est suivi, il n'y a pas de souci. Le financement, la borne, moi, elle a été financée par l'hôpital, hein. Bien sûr. Nous, on est tous des bénévoles. Sur le rôle des représentants des usagers, c'est vrai que dans toutes les instances où on siège, que ce soit les conseils de surveillance, les CDU, les commissions des soins, quand on rappelle le message systématiquement, alors nous ça a mis 6 ans, j'étais peut-être pas bonne, mais de toute façon ça commence à s'ancrer dans l'esprit de tout le monde. Alors pour le financement, il y a une partie de l'hôpital. Et puis je crois que Jacques, vous vouliez rajouter quelque chose. Alors, il y a la volonté de l'établissement, donc une partie de l'établissement, financer le salaire, mon salaire et le salaire de Marie-Dominique. Il y a des appels à projets aussi, où on fait une veille, Marie-Dominique est notre animatrice de santé publique, on fait une veille des différents types d'appels à projets, où avec notre projet de maison des usagers, notamment, on va pouvoir intégrer une future médiatrice santé-père financée par l'ARS. On cherche des sous un peu partout, quoi. Bon, ça coûte cher. Oui, pour nous, le centre hospitalier de Laurent, c'est l'établissement qui finance en fait. Et après, pour l'introduction des usagers dans la vie institutionnelle, ils font partie intégrante de toutes nos décisions en fait, partout, dans toutes les commissions, y compris dans les groupes de travail de bienveillance, bientraitance. En fait, c'est une politique qu'on a mise en place d'intégrer les usagers dans toutes nos commissions et nos groupes de travail du CH. Voilà, donc maintenant, plus personne ne se pose la question pourquoi il y a un usager présent dans une commission. Bonjour, je suis Laurence de Perdon, je travaille pour Cas Palliatif, qui est la cellule d'animation régionale des soins palliatifs sur la Nouvelle-Aquitaine. Je voudrais avoir une petite question. Les usagers, quand ils viennent vous voir, quelle est la principale demande? Est-ce qu'il y a des demandes? Et qu'est-ce qui revient le plus souvent dans leur des demandes logistiques, des demandes sur l'offre de soins? Voilà, ça peut être des demandes de renseignements sur telle maladie, sur telle prise en charge, ou des demandes tout compte fait très pratiques. Voilà, merci. Alors je peux vous répondre parce que moi j'ai le spectre autistique, mais j'ai le spectre des questions. Dans la mesure où quand les personnes viennent, si elles sont hospitalisées, elles ont des besoins en fonction du lieu où elles sont. Alors il faut savoir que dans le cadre de l'autisme, il y a des troubles sensoriels, il y a des troubles de la communication. Donc on a travaillé pendant quelques années avec par exemple le CH de Guéret autour d'un questionnement avec des psychologues, des choses comme ça, de moyen que dans chaque service, il y ait dans le dossier éventuellement la possibilité sur accord de la personne qu'on présente sa problématique et qu'on voit ses difficultés. Parce que c'est souvent là que ça pêchait, c'est-à-dire que quelqu'un qui est autiste peut être un très grand communicant, mais peut être aussi, dans l'abstrait complet, peut avoir des troubles sensoriels, peut avoir éventuellement des troubles sur les matières, etc. Donc, en fonction du service dans lequel vous atterrissez, vous pouvez vous retrouver en tant qu'usager confronté à une grande difficulté. Donc ça a été le premier travail que l'on avait effectué à l'époque, avant la charte Romain-Jacob, qui est affichée. On avait déjà parlé de ça. L'autre chose, on a le parent de l'usager, ou le conjoint de l'usager, ou l'enfant de l'usager, parce qu'on peut être aussi parent et aidant, ou enfant et aidant, voilà, et qui viennent vers nous, et puis qu'il y a, pas forcément, ils savent peut-être pas systématiquement qui on est, mais ils vont venir avec la question du style comment je peux faire après? Comment ça va se passer si on me change de service? Est-ce que j'aurai les mêmes écoutes? Est-ce que ceci ou cela? Alors, en fonction, bien sûr, de la difficulté de la personne, on essaye d'aider les personnes au pas à pas, de service en service. Un service sur lequel on travaille, 2 services sur lesquels on travaille énormément, c'est en pédiatrie avec les tout-petits, parce qu'avant d'être diagnostiqués, souvent les enfants autistes
ont des troubles qui peuvent être avérés très difficiles. Et puis, je vous dis, le problème de la communication. Et l'autre problème aussi, l'autre service aussi, c'est en gériatrie, qui est pas tout à fait dans les murs, mais on a le parent qui se pointe parce qu'ils savent que vous êtes là et qui éventuellement va demander des services sur un accompagnement aux sorties de l'hôpital ou même dans le service. Est-ce qu'il existe ceci? Alors, moi, comme je ne suis pas l'encyclopédie du CH, j'ai une dame ravissante qui est juste à côté, derrière son magnifique hublot, et je lui dis, allez la voir. Vous allez voir, elle est sympatoche, elle va tout vous expliquer. Et puis, en général, ils arrivent, ils ont une mine complètement décomposée, parce que le lieu ne se prête pas beaucoup à rigoler, hein, on est d'accord. Mais bon, avec 2-3 boutades, ils repartent et ça va déjà mieux, et surtout, ils ont eu la réponse. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'on sert à ça. Et puis, moi, de temps en temps, ça me permet d'apprendre des trucs, parce que le parent, l'aidant, est souvent le couteau suisse du truc et astuce. Il vient avec ça, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On le refile à celui qui passe. Et voilà. Et donc, je pense que c'est un excellent moyen de servir autant au-dessus et à tous les niveaux. Voilà. Merci. On prend une dernière question. Je sais qu'on va peut-être créer des frustrations, mais on a un timing. Donc voilà, pour après laisser le temps aussi justement sur le speed meeting. Je vais faire court. Frédéric Bouillet, je suis chef de projet sur l'association d'appui sur la conférence régionale de santé de l'autonomie et des CTS, sur la question de la démocratie en santé. Voilà, dans ce que j'entends, dans ce que vous présentez, c'est un espace de croisement, de co-apprentissage entre les différents acteurs, une espèce de plateforme de croisement, quoi. C'est intéressant. Après, je me posais la question de l'évaluation par les usagers de ces espaces. En fait, est-ce que c'est des choses qui ont débuté, qui sont mises en place, je pense spontanément aux démarches évaluatives en éducation thérapeutique du patient, où on va le questionner aussi de l'utilité de l'usage de ces espaces-là. Est-ce que vous avez déjà, ou est-ce que vous commencez à avoir des retours de ça, en termes de retour de l'usage et aussi de points d'amélioration qu'eux-mêmes pourraient proposer? Nous, on peut dire... On en a, oui, quelques-uns quand il s'agit de prendre des réclamations aussi, en tant que représentant des usagers. Donc forcément, ils sont satisfaits. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée que de questionner les usagers. C'est quelque chose que en tout cas, que je reconnais, je ne le fais pas. Et oui. Faudrait qu'on fabrique un petit questionnaire de satisfaction. On a appelé ça autrement peut-être. Mais en tout cas, non, on ne le fait pas. Sauf, je vous dis, pour les réclamations, bien sûr, c'est autre chose. Alors, sur la maison des usagers de Perrins, on va mettre en place, le premier, c'est là le 6 décembre, je crois, des conseils de maison des usagers. Donc, ce sera une fois par semaine, un temps ouvert à tous, puisque dans les usagers, on ne l'a pas décrit, mais bien sûr, mais je pense que comme tout le monde, on a les usagers de passage et puis les habitués. Du coup, on va mettre en place donc ces réunions, ce temps de, on pourrait dire un gros mot de coordination, on ne le représente pas forcément comme ça, mais ces temps de partage sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, qu'est-ce qui se passe la semaine suivante, est-ce qu'il y a des choses à préparer ensemble, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, des questions, des améliorations dans la vie quotidienne du lieu aussi. Donc ça, c'est un premier outil, en fait, qui va aussi préparer, commencer à mobiliser certains patients, notamment habitués du lieu, pour... Oui, les patients sont intégrés au comité de pilotage. Donc ça nous permet à ce moment-là, alors avec peut-être une mission, là on y réfléchit, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes en tant que membres du comité de pilotage recenser tout ce qui remonte des patients de l'hôpital. Et pour compléter, le bilan c'est par rapport aux usagers, patients, famille, entourage, mais aussi par rapport aux associations. On a 18 partenaires associatifs, donc on va faire des temps d'évaluation quotidien informel à chaque venue, bien évidemment, où on les accompagne, mais aussi un temps institutionnel, annuel, où il va y avoir un retour d'expérience pour voir aussi vers quoi ils veulent aller. Peut-être plus de collaboration, des permanences interassociatives ou autre chose. Pour l'hôpital de Rouen, mais ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, c'est que les associations partenaires nous font un retour
après chaque permanence du nombre d'usagers ou patients qu'ils ont pu rencontrer, du nombre de documentations remises. Et nous organisons une fois par an une journée des associations au sein de l'hôpital aussi qui permet de réunir nos associations partenaires et aussi ouvrir nos portes à d'autres associations